Donc vous avez lancé Illustrator et vous êtes arrivé là. Donc la première chose que je vous suggère de faire, c'est de faire passer l'interface en clair au lieu d'avoir l'interface sombre. Donc vous allez dans le menu Édition, Préférences. Alors ici pour la démo, je suis sur un Mac, donc j'ai un menu spécial Illustrator dans lequel je vais trouver les préférences, mais vous êtes sur PC, donc vous allez dans Édition, Préférences. Et là, vous devriez trouver quelque chose qui s'appelle Interface utilisateur. Voilà, je vous conseille de passer dans la version la plus claire. La version la plus claire, ne choisissez pas celle-ci qui pose un problème sur l'interface, on n'arrive pas à voir tout. Il vaut mieux choisir n'importe laquelle en fait, sauf celle-ci. Mais je vais prendre la plus claire ici, ce sera bien. Alors, quand vous êtes dans la boîte ici, vous allez cliquer sur Créer nouveau. Mais attendez d'abord, oui, non, c'est bien, Créer nouveau, je dis bien. Alors ici, vous avez les différents types de documents qu'on peut faire dans Illustrator. Je vous conseille d'aller sur Impression. Et alors, vous avez le format lettre, mais il n'est pas courant en Europe. Choisissez le format A4 ici. Voilà, vous allez faire un A4 qui sera d'orientation verticale. On ne change rien du tout ici. On clique sur Créer. Vous avez votre document format A4. Alors là, vous avez la palette des outils. Votre palette des outils. Et ici, en une colonne, on va la faire passer en deux colonnes. Alors, vous avez la double flèche ici pour faire passer en deux colonnes, s'il faut. Et bien sûr, si vous avez fermé par erreur la palette des outils, vous allez la récupérer dans le menu Fenêtre, barre d'outils, de base. Voilà, vous avez récupéré la palette des outils. Alors ça, c'est une palette des outils qui ne contient pas tous les outils. Donc ce que je vous conseille de faire ici, c'est de passer à la palette des outils complète. Est-ce que vous voyez les trois petits points ici en bas de la palette des outils? Bon, vous cliquez dessus, vous avez un panneau qui arrive. Dans le panneau, vous avez en haut à droite un menu. Vous allez choisir Avancer. Voilà. Donc c'est la même chose que ce qu'on vient de voir juste avant au menu Fenêtre, barre d'outils. Vous aviez aussi la possibilité de passer en avancé. Alors on va afficher la grille parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Donc menu affichage, afficher la grille. Alors on va aller modifier la grille pour faire des grilles en centimètres, parce que là c'est des grilles en pouces anglais. Alors, on va aller dans les préférences. Donc, sur le PC, menu édition, préférences, et vous allez chercher repères et grilles. Donc ici, vous pouvez essayer de mettre 10 mm, donc 1 cm. 10 mm ou 1 cm, les deux fonctionneront. OK. Et là, vous avez une grille, donc, avec des centimètres. Il y en a forcément 21 en largeur, puisque c'est un format A4. Et on a des subdivisions. Alors, les subdivisions, on peut les enlever, toujours dans les préférences repères et grilles. Si vous mettez 1 en subdivision, OK, vous n'avez plus de subdivision. Subdivision, j'en mets 1. C'est 1. Okay. C'est mieux que les subdivisions. Alors, ce que je vous propose de faire ici, c'est de passer à une grille de 10 cm qui sera avec 10 subdivisions. Comme ça, vous aurez sur le même document les centimètres et les
décimètres. Alors on y va. Dans les préférences repères et grilles, on met 10 cm ou 100 mm, peu importe, et vous indiquez 10 subdivisions. OK. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la grille de 10 cm en plus épais et on a la grille des centimètres en même temps. Et donc ça c'est bien pratique. Alors on va la rendre un peu plus présente sur l'écran, toujours dans les préférences repères et grilles. Vous avez ici la couleur qui est actuellement du gris, vous allez pouvoir personnaliser. Alors quand vous voyez un item de menu comme ça, avec 3 petits points, ça veut dire que quelque chose va s'ouvrir si vous allez là. C'est toujours comme ça dans les logiciels Adobe, 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Ouais. Alors vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez dans la roue ici, ou alors vous pourriez aussi choisir quelque chose qui est dans le menu ici, comme du bleu clair, bleu moyen, c'est vous qui voyez. Je vais prendre bleu moyen ici, bleu moyen. Alors vous avez peut-être remarqué en effet que quand moi je vais dans personnaliser ici, j'ai un sélecteur de couleurs qui n'est peut-être pas le même que vous parce que ça appelle en fait le sélecteur de couleurs de l'ordinateur. Et comme je suis sur un Mac, vous êtes sur un PC, c'est pas le même sélecteur de couleurs. En fait, on peut mettre la couleur qu'on veut là. Vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Mais j'ai mis du plus foncé, moi. Comme ça, on la voit bien. Alors, vous allez enregistrer le document, fichier enregistré sous, et il ne faut jamais l'enregistrer directement sur une clé USB. Je le dis au cas où vous auriez connecté une clé USB à l'ordinateur, jamais directement du logiciel vers la clé USB. Si vous voulez mettre sur une clé USB à un certain moment pour transporter sur un autre ordinateur, il vaut mieux d'abord enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur et puis transférer du disque dur vers la clé USB. Parce que si vous enregistrez directement du logiciel Adobe Illustrator ici vers la clé USB, vous risquez que les fichiers s'écrivent mal et vous allez tout perdre. Alors moi j'ai une boîte que vous n'avez pas, c'est la possibilité d'enregistrer le document soit sur le cloud, comme ça je me connecte à n'importe quel ordinateur et mes documents sont accessibles sur le cloud, soit sur l'ordinateur. Je vais ici faire enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, quand vous êtes dans la boîte d'enregistrement sous, vous créez donc un nouveau dossier sur le bureau. Ça, je vous laisse faire. Il y a une petite icône de dossier sur Windows pour faire ça. Il faut gérer un peu, c'est du Windows. Et vous allez enregistrer le document en lui donnant un nom. On peut mettre quoi? Alors, vous allez indiquer premier doc et je vais mettre à la fin du nom un tiret et 01 parce que régulièrement, on va enregistrer sous un nouveau nom. Et ça, c'est vraiment une bonne approche à avoir dans les logiciels Adobe. C'est d'enregistrer régulièrement son travail en changeant un peu le nom. Toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, je ne sais pas, c'est vous qui gérez, enregistrer le document sous un nom différent, que vous soyez dans Illustrator ou un autre logiciel Adobe. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça régénère le document, il se réécrit entièrement, proprement sur le disque dur, et donc des erreurs informatiques de lecture par la suite du fichier, on en aura moins. Et l'autre avantage, c'est que si vous faites une erreur créative majeure dans votre travail, vous effacez par erreur quelque chose, il vous restera au moins la version d'avant. Bien sûr, on peut faire un CTRL-Z, on peut annuler, mais on ne se rend pas toujours compte tout de suite qu'on a fait une erreur. Et alors, le troisième avantage d'enregistrer comme ça en changeant le nom, bien sûr, ici, la fois suivante que je vais enregistrer, je mettrai 02, puis 03, puis 04, hein, c'est un incrément manuel, c'est pas automatique. C'est moi qui devais devoir écrire chaque fois que j'enregistre, si je veux changer le nom. Et le troisième avantage, c'est donc qu'on a la progression dans
dans le travail, comme ça vous allez voir d'où vous venez, où vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur vos documents. Et peut-être même que quand vous êtes en train de faire de la créativité, vous allez vous rendre compte à un certain moment que vous êtes allé trop loin, que votre document il était mieux quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant. Eh bien, vous allez pouvoir le retrouver comme ça. Donc, c'est super important, ça, je vous incite vraiment à enregistrer régulièrement vos documents sous un nom différent, quitte après à effacer ce qui est en trop. Alors, vous cliquez sur enregistrer et vous avez la boîte d'enregistrement de Illustrator qui arrive, les options, et pour l'instant, on ne va pas changer quoi que ce soit ici. Vous cliquez sur OK. Donc oui, quand j'ai enregistré, vous avez vu qu'il est indiqué .ai et vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu, le .ai. Donc il n'y a pas besoin d'écrire en fait, c'est juste que ici, l'extension est visible, mais chez vous, elle existe, mais elle n'est pas visible. Donc vous n'aviez pas besoin d'écrire AI. Si vous l'avez fait, c'est pas grave, vous aurez en fait un fichier qui va terminer par .ai. Mais ça marchera. Alors on va aller chercher des outils pour créer des formes. Donc est-ce que vous voyez l'ellipse ici? Une ellipse. Non, pas le cercle avec le crayon, mais l'ellipse ici. Vous ne la voyez pas? D'accord, vous voyez le rectangle, vous, d'accord. Bon, ben cliquez sur le rectangle, gardez enfoncé. Voilà. Entrez dans le menu. Allez jusqu'à la barre verticale qui est tout à fait à droite ici. Et ça détache la totalité du menu. Donc le menu qu'on voyait là avec toutes les formes. Il faut garder le bouton de la souris enfoncé quand on est sur le rectangle. Entrez, allez sur la barre verticale tout à fait à droite. Ça détache la palette. Vous avez les formes qui sont là. Bon, ben commençons par... le rectangle. Alors, les rectangles, on les crée de deux manières. Soit en les traçant sur la grille. Donc, vous pouvez avec l'outil rectangle, là, sans enfoncer la souris, vous allez en haut à gauche de la page et vous allez tracer un rectangle. Voilà. Est-ce que vous voyez un rectangle qui est blanc avec un contour noir ? Parce que c'est réglé comme ça dans la palette des outils en principe. Fond blanc, contour noir. Moi c'est bleu, mais ça change pas. Alors, dans Illustrator, les objets doivent être sélectionnés pour qu'on puisse les manipuler. Alors, je ne sais pas si votre rectangle, vous voyez encore les points qui apparaissent, des points bleus aux quatre coins, c'est super, un peu comme ça en fait. Bien. Chez moi, j'ai fait un peu de manipulation, alors je ne les vois plus, les points, j'avais cliqué à côté. Donc c'est avec la flèche noire que vous allez pouvoir activer un objet pour indiquer que vous voulez travailler sur lui. Alors, tu me dis que sans faire exprès, tu as zoomé sur la page un peu ce genre-là. Alors ce que tu vas pouvoir faire, et ça c'est vraiment un raccourci intéressant à noter, c'est aller sur la main dans la palette des outils, et double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour demander que le document s'affiche le plus grand possible sur l'écran. Bien, donc, flèche noire. Alors, quand la flèche noire est activée, vous voyez les poignées, vous les voyez les poignées là? Bien, mais vous allez pouvoir bien sûr modifier la dimension du rectangle comme vous voulez, en le prenant par la poignée. Il y a possibilité aussi, c'est vrai, si vous vous mettez près de la poignée, mais pas vraiment dessus, il y a possibilité de tourner le rectangle. Mais là, je vais annuler par un CTRL-Z sur le PC, Command-Z sur le Mac. Alors, bien sûr, vous pourriez essayer avec la flèche noire et les poignées, vous pourriez essayer d'aller mettre précisément le rectangle sur la grille, mais ce qu'on va faire, c'est demander à Illustrator de nous aider un peu. Donc on va aller dans le menu Affichage et on va aller activer
le magnétisme de la grille. Du coup, quand vous manipulez les poignets, ça va se caler sur la grille. Voilà. Ah oui. C'est quand même pratique, ça. Ça, c'est très très bien. Je dois aller dans quoi? Bien, alors bien sûr, avec la flèche noire, vous avez remarqué que quand on prend le carré par sa surface, on arrive aussi à le déplacer. Bien. Alors vous avez également des petits ronds. Quand vous cliquez sur eux et que vous bougez, ça crée des arrondis. Des courbes. Voilà. Mais on va annuler parce que on veut garder notre carré carré. Donc vous faites un CTRL Z. Alors, si vous essayez plusieurs fois CTRL Z, vous allez voir que ça revient chaque fois d'une étape en arrière. D'accord? Mais c'est quoi Commande Z sur le Mac, CMDZ, CTRL Z sur le PC. Pour maintenant rétablir, c'est CTRL majuscule Z. Donc on enfonce les doigts sur les touches CTRL et majuscule, donc la touche Shift, et on appuie brièvement sur la touche Z, et voilà, ça rétablit. Donc c'était En fait, en gros, CTRL Z, c'est pour A. Donc c'est l'historique. Alors ceux qui connaissent Photoshop, je ne sais pas parmi vous, savent qu'il y a une palette historique, mais dans Illustrator, elle n'est pas visible, la palette historique. Mais elle est là, elle est bien là. Donc une annulation plusieurs fois, voilà, et rétablissement plusieurs fois, annulation. Voilà, donc on peut voyager comme ça dans l'historique. Bien sûr, si le document est fermé, si on l'enregistre et qu'on le ferme, tout ça va disparaître. On ne va pas récupérer cet historique quand on réouvre le document. Alors, vous allez pouvoir tester et regarder que maintenant que le magnétisme de la grille est enclenché dans le menu affichage, eh bien, si vous dessinez un rectangle, il se cale directement sur la grille au moment où vous le dessinez. Voilà. Ah ouais. Logique. Quand on dessine un rectangle avec l'outil rectangle, il se cale directement sur la grille. Alors, bonne question, si vous voulez supprimer quelque chose que vous avez fait et que ce n'est pas la dernière chose, il va falloir, avec la flèche noire, aller l'activer et puis enfoncer la touche Delete, la touche suppression sur le clavier. Et voilà. Pourquoi vous ne devenez pas directrice? Alors, avec le rectangle, si vous cliquez sans bouger la souris, vous cliquez n'importe où sans bouger la souris, ça va vous afficher une boîte de dialogue quelque part sur l'écran. Alors, c'est un problème de débutant. On clique avec l'outil et puis on ne sait plus rien faire dans Illustrator. On n'a pas remarqué qu'il y a une boîte minuscule là qui s'est ouverte sur l'écran. Logique, hein. Tant que vous n'êtes pas sorti de la boîte d'une manière ou d'une autre, vous ne savez plus rien faire dans Illustrator. Et là, vous pouvez indiquer des valeurs. Par exemple, largeur, je vais indiquer 4 cm. Touche tabulation, vous voyez ce que c'est la touche tabulation sur le clavier? Juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY, vous avez la touche tabulation qui vous permet de passer directement au cartouche suivant et vous pouvez indiquer la hauteur à ce moment-là. Vous avez vu que ça a converti tout seul les centimètres que j'avais inscrits en millimètres. Hein. Ben, ça marche, hein. C'est parce que c'est réglé comme ça dans le document. C'est un document qui est réglé en millimètres. Et donc 40 mm, j'ai demandé 4 cm en largeur, touche tabulation, et je vais ici indiquer 50 mm en hauteur. OK, et voilà, le rectangle s'est créé. Donc il y a deux manières de faire des formes, soit en faisant des cliquets glissés avec l'outil, cliquer glisser, soit en cliquant et en indiquant quelque chose dans la boîte qui s'est ouverte.
Ah oui, s'il ne s'est pas mis au bon endroit, vous le déplacez avec la flèche noire. Voilà. Ah, je sais pas le bouger. Avec la flèche noire. Moi, je sais aussi. Avec la flèche noire, vous le déplacez. Et il est calé sur la grille, donc voilà. Alors, vous voyez que nos rectangles ont un fond blanc. On peut éventuellement sélectionner un des rectangles avec la flèche noire et lui enlever son fond blanc. Donc, le rectangle est sélectionné. Vous avez ici ce qui concerne le contour et ce qui concerne le fond. Il faut que ce qui concerne le fond soit à l'avant-plan du contour. Et puis, vous avez la diagonale. Et là, vous arrivez à enlever le fond. On a donc un rectangle avec fond transparent, pas de fond. Et il a un contour noir. Ah, moi j'ai déjà. Bien, ici, vous allez sélectionner avec la flèche noire un autre rectangle. Et plutôt que de supprimer son fond blanc, on va aller le modifier. Donc pour ça, une solution, c'est d'aller double-cliquer sur l'échantillon ici. Ça ouvre le sélecteur de couleurs. Le sélecteur de couleurs. Donc là, on ne supprime pas le fond blanc, on le remplace par une autre couleur. Alors, dans le sélecteur de couleurs, vous devez être avec le bouton T qui est enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la barre verticale ici, vous avez la teinte. Donc, vous avez la teinte et vous avez les variantes de la teinte. On peut dire la teinte, c'est la couleur vraiment de base. Après, vous devez décider à quel point elle est saturée en mettant la pastille plus ou moins en horizontale. Et à quel point elle est lumineuse en mettant la pastille plus ou moins à la verticale. Donc voilà. Trois composantes, teinte, saturation, luminosité en fait. Alors cette manière de choisir les couleurs, elle fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure. Il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle la palette nuancier. Et la palette nuancier, je vais vous en parler après. Mais je vous montre cette manière de choisir la couleur parce que si je ne vous en parle pas, vous allez dire « Ah oui, mais il n'a pas parlé de ça, il nous a parlé du nuancier, mais il ne nous a pas parlé de ça, et ça c'est mieux. » Non, c'est pas mieux du tout. Le nuancier, c'est mieux, on le verra plus tard. Alors, pendant que vous choisissez une couleur, parfois vous avez des choses qui apparaissent sur le côté, notamment ce point d'exclamation, qui vous indique que la couleur que vous avez choisie est plutôt vive et qu'elle ne sera pas imprimable telle qu'elle chez un imprimeur avec une technique d'impression habituelle, standard, qu'on appelle l'offset 4 couleurs. Mais, bien sûr, on peut imprimer des couleurs aussi vives que celle-ci, c'est pas un problème, mais ça demande des techniques d'impression différentes, du jet d'encre ou de l'offset 6 couleurs, par exemple. Donc ne vous souciez pas trop de ceci pour l'instant, et ça c'est en rapport avec le web. C'est pour indiquer, pour faire en sorte que notre couleur soit compatible web. Mais c'est l'ancienne manière de faire du web dans les années 90. Maintenant, on ne fait plus ça. On ne s'occupe plus de ceci. C'est ce qu'on appelle l'hexadécimal. En tout cas, voilà, je vous en parle parce que ça risquerait de vous surprendre de voir ces choses-là. Ne vous en occupez pas dans un premier temps. OK. Et la couleur est là. Elle a été mise. Et voilà, elle est là. Donc, certains parmi vous ont remarqué que ce n'est pas la couleur que vous aviez choisie, et d'autres ne voient pas, ils trouvent que la couleur, c'est celle qu'ils ont choisie. Pourquoi? Parce qu'on est dans un document de type CMJN. C'est indiqué sur sa barre de titre ici, CMJN. Ça veut dire que c'est un document pour l'impression standard, habituelle chez un imprimeur, une impression qui ne peut pas imprimer beaucoup de couleurs vives. CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont les 4 encres utilisées par la presse de l'imprimeur. Oui, en effet, vous dites c'est les couleurs de l'imprimante, mais oui, certaines imprimantes ont quand même plus de couleurs que ces 4-là.
Mais voilà. Alors ici, vous n'allez pas sur le web, je vous ai juste tapé offset printing parce que c'est la technique de l'offset, du décalage. C'est juste en rapport avec la manière dont la presse fonctionne. Elle transfère l'encre de plaque vers un rouleau en caoutchouc qui lui-même transfère. Donc, c'est une technique de transfert en fait. Mais bon, peu importe. Hein. Mais il faut savoir que c'est c'est la technique la plus courante en impression quand on veut imprimer beaucoup d'exemplaires, bien sûr. Et donc, voilà. Ça ressemble, en gros, schématiquement, à ce genre de choses ici. 4 presses monochromes, cyan, magenta, jaune et noir. Et la feuille passe d'une presse à l'autre. C'est l'impression en 4 couleurs. Et donc, Illustrator vous propose de faire des documents CMJN quand vous choisissez de démarrer d'un document pour l'impression, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, document pour l'impression, format A4 vertical, c'est ce qu'on avait choisi. Et donc, quand on met des couleurs vives, elles ternissent tout de suite. Je vous remontre, j'ai toujours mon rectangle sélectionné, je double-clique. Le sélecteur de couleurs s'est ouvert, je vais aller chercher une teinte plutôt dans les verts et verts vifs. Voilà, non imprimable, il me le dit déjà. Je clique sur OK. Voilà, j'ai pas mon vert vif. Et ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est plutôt ennuyeux parce qu'en fait, on ne fonctionne plus comme ça. Ça fait quand même plus de 10 ans, voire même 15 ans que Adobe dit que quand on fait des documents pour l'impression, il vaut mieux les faire avec des couleurs vives. Et puis après, on utilise un système qui s'appelle la gestion des couleurs pour transformer le document pour l'impression. L'avantage, c'est que votre document que vous allez créer avec des couleurs vives, il sera avec des couleurs vives quand vous le verrez sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur. Et évidemment, il sera un peu moins vif quand il sera imprimé en offset chez l'imprimeur. Mais l'avantage, c'est que sur le smartphone, vous allez pouvoir créer des documents avec des couleurs vives et les voir avec des couleurs vives. Alors, on va aller modifier le fonctionnement du document ici. Vous allez dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document. Menu Fichier, mode colorimétrique du document. Vous passez en couleur RVB. C'est ce qu'on aurait eu d'office si on avait fait un document pour le web, dans la boîte de création de documents d'Illustrator tout à l'heure. Mais on a fait un document pour l'impression. Alors il nous a fait un document CMJN. Mais là, on le force à accepter des couleurs RVB. Mode colorimétrique de document, couleur RVB. Donc testez. Vous voyez maintenant qu'au-dessus, il n'est plus indiqué CMJN, il est indiqué RVB. Ça veut dire qu'on crée des couleurs par mélange de 3 lumières RVB, et c'est comme ça que les écrans d'ordinateur, les smartphones, les tablettes fonctionnent. Donc, on double-clique sur l'échantillon, on va choisir, là je vais choisir du vert vif, ok, il reste vert vif. Alors moi je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça, parce que ça fait quand même très longtemps que il faut fonctionner comme ça. Parce qu'au niveau créatif, c'est plus facile d'avoir accès à une palette avec plein de couleurs vives. Bien sûr, pour l'impression, elles vont ternir un peu, mais pour l'affichage sur smartphone et sur écran, elles ne terniront pas. Imaginez que vous voulez faire des couleurs vives un peu fluo, vous alliez y arriver comme ça. Elles ne s'imprimeront pas comme ça, bien sûr. Sur certaines imprimantes jet d'encre, ce sera plus vif que chez l'imprimeur, parce que c'est plus performant. Les couleurs, les encres de l'imprimante jet d'encre sont plus vives, moins ternes que celles de l'imprimeur. Celles de l'imprimeur sont ternes, pas très vives pour des raisons économiques, comme ça c'est pas cher. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, l'impression chez l'imprimeur en fait. Vous avez les couleurs vives affichables sur écran, et entre les deux, vous avez l'imprimante jet d'encre qui affiche un peu comme l'écran, mais pas tout à fait, et qui affiche quand même mieux qui imprime quand même mieux, qui montre les couleurs mieux que ce qu'on obtient chez l'imprimeur.
Voilà, vous allez pouvoir tester avec un autre rectangle si vous voulez. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des choses avec des couleurs vives, mais ça veut dire qu'on peut en faire. On peut en faire avec des couleurs vives. Voilà. Voilà, document RVB qui accepte des couleurs vives. Donc ne le faites pas, je vous montre juste en faisant fichier nouveau ici que on aurait pu dès le départ, malgré qu'on choisit un document pour l'impression, aller dire qu'il doit être Ah oui, en RVB d'office. Voilà. Alors ce que je viens de vous expliquer là, c'est extrêmement perturbant pour pas mal de personnes qui auraient étudié l'infographie et qui auraient commencé dans les années 90, dans les années 2000, parce qu'il y a beaucoup d'écoles où on vous dit que si votre document va être imprimé, il faut absolument le faire en CMJN et que c'est une erreur de le faire en RVB. Mais les choses ont changé. Maintenant, c'est l'inverse. Ce serait une erreur de le faire en CMJN. Il faut le faire en RVB. Parce que, voilà, parce qu'on a des choses qui sont apparues, les smartphones, les tablettes, les sites web. Donc, quand on fait une création, maintenant, elle est affichée aussi sur des périphériques, des appareils qui peuvent afficher les couleurs vives. Il faudrait pas que tout ça, parce que parmi toutes les appareils qui vont arriver à sortir votre illustration, il y en a un qui est faible au niveau des couleurs, la presse chez l'imprimeur, il ne faudrait pas que ça vous oblige à faire des couleurs ternes dans Illustrator. Vous voyez la logique? Alors, on va enregistrer le document, vous allez dans le menu fichier enregistrer sous, vous allez dans le dossier que vous avez créé tout à l'heure et on va changer juste l'incrément. À la place de 0,1, vous mettez 0,2. Voilà. OK, c'est enregistré. Alors vous avez remarqué que la grille, elle n'est pas visible sur les objets, elle est cachée par la couleur des objets. Parfois, ça peut être intéressant qu'elle soit visible, qu'elle se mette par-dessus. Bon on va essayer ça. Vous allez dans les préférences, grille et repères, donc menu édition, préférences, repères et grille sur le PC. Et là, vous avez l'option grille en arrière-plan. Si vous la décochez, OK, vous allez voir que les grilles sont visibles par-dessus les objets et ça peut être pratique. En effet, bonne remarque. Du coup, les rectangles qui sont blancs et ceux qui sont transparents, ceux qui ont un fond blanc et ceux qui ont un fond transparent, on n'arrive plus à voir la différence. Parce que, évidemment, voilà, les rectangles à fond blanc ne cachent plus la grille. Alors il faut savoir que tout est transparent autour des rectangles là dans Illustrator. C'est la feuille A4 verticale blanche, c'est juste une référence visuelle pour placer nos éléments, mais en réalité, c'est de la transparence autour et on peut le voir si on demande l'affichage du damier de transparence. Alors, vous allez dans le menu affichage et vous demandez afficher le damier de transparence. Voilà, et là on voit qu'il y a un rectangle qui a réellement un fond blanc et un autre qui a un fond transparent. Alors, il faut savoir que c'est une convention dans les logiciels Adobe. La transparence est montrée avec ce damier, en fait. Un damier qui est assez désagréable pour les yeux. C'est pour ça qu'il est possible d'aller le modifier. Mais on ne va pas le faire ici, je vous montre juste comment ça se fait. C'est par menu fichier, format de document. C'est à cet endroit-ci qu'on peut faire en sorte que le damier soit moins agressif pour les yeux. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va continuer le travail dans le document sans afficher la transparence. Donc on va le masquer, affichage, masquer le damier de transparence. Mais donc c'est très intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça dans Illustrator. Autre chose qui est intéressant, c'est de savoir que donc la page A4 n'est qu'une référence et qu'en fait on peut tout faire, même en dehors de la page.
Ça ne pose aucun problème. On pourrait prendre le rectangle et aller faire un rectangle en dehors de la page. Ça ne pose absolument aucun problème et il n'est pas moins bon pour ça. Voilà. Il y a juste quelque chose, c'est que si on veut récupérer le document dans un autre logiciel Adobe, ce qui n'est pas visible sur la page, ce qui est en dehors de la page ici ne sera pas visible dans l'autre logiciel, Photoshop, InDesign. C'est juste ça le problème. Mais ça ne pose aucun problème en fait de dessiner en dehors. Et donc ça peut être pratique d'ailleurs de mettre des choses comme ça sur le côté, des choses que vous allez peut-être utiliser sur la page, de les mettre sur le côté, c'est pas interdit. Un peu comme un bureau dans la vraie vie où vous mettez des choses que vous avez découpées et que vous allez coller sur une feuille qui est posée elle-même sur le bureau. Voilà, alors ici chez moi je vais aller remettre la grille en arrière-plan parce que c'est pas plus mal je trouve. Donc dans les préférences repérer gris, je vais la remettre en arrière-plan en cochant ceci. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors vous avez vu le raccourci très intéressant, le double clic sur la main dans la palette des outils pour que le document s'affiche le plus grand possible sur l'écran. Ça fonctionne comme ça dans les autres logiciels, Photoshop, InDesign, etc. Vous connaissez InDesign? Non. Bon, c'est pour faire des mises en page. Tous les magazines, les livres que vous voyez dans les librairies, c'est fait avec InDesign. La plupart, en tout cas, on peut dire quasiment tous, quoi. C'est assez puissant et ça fait partie de la Creative Suite. C'est dans la Creative Suite, vous l'avez dès que vous avez la collection Adobe. Photoshop, pas besoin d'en parler, c'est rentré dans la culture populaire. Hein. Se faire photoshopper, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Alors, on va zoomer sur la page. Donc, pour zoomer, il y a plusieurs solutions. Une solution, quand vous avez une souris avec une roulette qui fonctionne bien, c'est d'enfoncer la touche Alt, de positionner le pointeur à l'endroit où vous voulez zoomer, et donc avec la touche Alt enfoncée, vous jouez avec la roulette. Zoom avant, zoom arrière. Alors, je vais vous demander de zoomer sur un bord d'un rectangle. On va aller voir. Vous zoomez sur le bord du rectangle assez fort, voilà. Là, je suis à, et c'est marqué sur la barre de l'image, je suis à 25 500% d'agrandissement, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver jusque-là, hein, exactement. Je vous le dis juste que c'est un agrandissement monstrueux. Donc, je vais vous demander de zoomer sur le bord d'un rectangle. Alors, avec la main qui est actuellement activée dans la palette des outils, est-ce que vous arrivez à bouger les choses sur l'écran? Oui. Parfait. Alors, activez la flèche noire dans la palette des outils, parce que je vais vous parler du raccourci de la main. Parce qu'on s'en sert tellement souvent qu'en fait on ne va pas vraiment activer la main dans la palette des outils. C'est pour ça que je vous dis d'activer la flèche noire, qui est un outil qu'on utilise très souvent. Et regardez ce qui se passe si vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier. Vous la gardez enfoncée, ça appelle la main. Et vous pouvez, par cliquer et glisser, bouger sur l'écran. Voilà. Alors imaginons que la roulette de votre souris ne fonctionne plus. Vous n'allez plus pouvoir zoomer comme ça avec Alt et roulette. Plutôt ennuyeux. Donc c'est intéressant de quand même mettre dans un coin de sa tête les raccourcis pour zoomer en avant et en arrière. Donc, vous êtes avec la flèche noire, pas de problème? Oui. On va utiliser les raccourcis de la loupe. Donc si vous enfoncez la barre d'espacement et contrôle sur le PC, ou barre d'espacement commande sur le Mac, vous avez une loupe positive qui arrive et vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, contrôle. Et le zoom arrière, c'est barre d'espacement, contrôle, alt. Ah oui. Barre d'espacement, commande, alt sur le Mac, bien sûr. Voilà.
Barre d'espacement, contrôle pour zoomer, on clique. Barre d'espacement, contrôle alt, on clique. Vous avez le raccourci de la loupe positive et négative. Bon, alors je ne comptais pas en parler, mais c'est vrai que vous avez découvert aussi que si on fait contrôle barre d'espacement et qu'on bouge de gauche à droite la souris, ça zoome en avant, en arrière. Contrôle barre d'espacement. Mais bon, il y a plein de manières de faire. De gauche à droite. Mais ça, je ne comptais pas en parler. Il y a aussi d'autres manières. Parce que il y a tellement de manières de faire les choses que ça ne sert à rien de toutes les dire, en fait. Hein. Donc je dis les plus intéressantes. Oui, j'aurais pu parler aussi de contrôle plus et moins pour zoomer en avant, en arrière. Voilà. Ah oui, hein. Commande plus et moins sur le Mac, contrôle plus et moins. Bon, il y a voilà 4 manières de zoomer. Je reviens à la manière dont j'ai parlé tout à l'heure. Barre d'espacement contrôle sur le PC, barre d'espacement commande sur le Mac. Si vous englobez une partie de l'illustration par cliquer glisser, non, ici ça zoome directement en fait. C'est vrai qu'ils ont changé dans Adobe. On enfonce avec la souris et on attend et ça zoome sur la partie qui nous intéresse. Donc je répète, je reviens à l'affichage entier de la page par double clic sur la main dans la palette des outils. Barre d'espacement, contrôle et cliquez à un endroit et gardez enfoncé, ça zoome sur cet endroit-là. Enfin, vous voilà paré pour naviguer dans un document comme ça. Mais pour dézoomer sans la roulette, c'est quand même dur, hein, si on doit appuyer sur 3 en même temps. Pour dézoomer, barre d'espacement, contrôle alt et cliquez. Oui, mais on peut dézoomer en double-cliquant sur la main dans la palette des outils, comme ça toute la page s'affiche. Alors, quand vous zoomez sur un contour, c'est ce que je vous avais demandé au départ, avant que je vous explique les différentes manières de zoomer, vous remarquez que le contour, par rapport à la grille, il se met à cheval sur la grille. Vous voyez ça, il a une certaine épaisseur, il n'est pas vraiment bien calé. Bon, ben on va faire en sorte qu'il soit bien calé. Alors, pour ça, vous allez le sélectionner, le rectangle en question. Ceci dit, on pourrait le faire sur tous les rectangles du document d'ailleurs, puisqu'on a le même problème sur tous les rectangles du document. Vous allez sélectionner tous les rectangles. Donc, on va même sélectionner tous les objets. Et pour ça, on va faire CTRL A. Oui, en effet, moi j'ai zoomé en arrière pour vous montrer que tout se sélectionne, mais si vous faites CTRL A en étant en zoom avant, ça marche aussi. Hein. Tout est sélectionné, forcément. Tout est sélectionné sur le plan de travail, tous les rectangles, même ceux qui sont en dehors de la page. Donc ce qu'on vient de faire, c'est ce qui correspond à sélection tout. Si vous regardez dans le menu sélection tout, vous voyez qu'il y a un raccourci qui est indiqué en face de certains items de menu. CTRL A chez vous. Et chez moi, sur le Mac, c'est la touche commande A. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, et là je rezoome sur mon contour, c'est qu'on va faire en sorte qu'il se mette à l'intérieur du rectangle. Et pour ça, on va aller chercher la palette contour. Tout est sélectionné là. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Tout est sélectionné. Vous allez maintenant chercher dans le menu fenêtre, et là c'est par ordre alphabétique, vous allez chercher la palette contour. Alors, la palette contour, elle arrive comme ceci chez vous, je suppose. Vous la voyez. Donc, vous avez fait menu fenêtre contour. Il est possible que la palette contour soit arrivée sous cette forme-ci, là. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur elle, la petite icône, prendre le mot contour, cliquer, glisser pour la détacher. Voilà. Donc parfois, elles arrivent sous une forme réduite, les palettes
Alors écoutez, comme je vois que ce n'est pas facile, voilà ce que vous allez faire. Donc là, je redouble-clique sur la main pour voir tout mon document. Ce qu'on va faire, c'est se débarrasser de toutes les palettes qui sont affichées sur l'écran, sauf la palette des outils. Et puis on ira rappeler la palette contour et ça devrait être peut-être plus clair, on la verra plus facilement chez vous. Donc votre écran est peut-être encombré avec plein de palettes qui ne servent pas. Donc toutes ces palettes qui ne servent pas, là sur le côté, et toutes les autres, sauf la palette des outils, on va les faire disparaître de l'écran. Alors pour faire ça, rapidement, on va utiliser le raccourci que je vous explique là. Vous avez la touche majuscule, la touche Shift. Je vais vous la montrer sur mon petit clavier, comme ça tout le monde comprend, parce que souvent on confond la touche Caps Lock et la touche Oui, ben, il est Shift. marqué dessus. Ouais. Donc la touche ici, la touche majuscule, la touche Shift, vous l'enfoncez et vous la gardez enfoncée. Et puis vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Ah ouais, ah mais... Et ça devrait faire disparaître toutes les palettes. Donc là, pour enlever toutes les palettes, on Voilà. fait sur Shift. Shift tabulation, majuscule tabulation, ça c'est intéressant. Alors, si ça a tout supprimé chez toi, c'est que tu n'as fait qu'enfoncer la touche tabulation. Là, ça supprime tout. Ou alors tu as confondu la touche Shift et la touche Caps Lock. C'est majuscule tabulation qu'il fallait enfoncer. Alors si tu as tout fait disparaître, c'est pas grave. Tu réenfonces la touche tabulation, ça doit revenir. Et tu réessayes Shift tabulation, donc majuscule tabulation, et voilà. Et là, on va aller chercher la palette contour. Menu fenêtre, contour. Est-ce que c'est plus clair? Vous la voyez maintenant, la palette contour? Donc quand même assez intéressant ce qu'on vient de voir, se débarrasser de toutes les palettes et pour aller en rechercher une seule. Et ça fonctionne comme ça dans les autres logiciels Adobe, bien sûr. Alors vous me dites, vous n'avez pas la même palette contour que moi. C'est parce que pour l'instant, elle est petite chez moi. Je vais demander d'afficher les options. Non, je parle par rapport à Word, on n'a pas la même toutes les deux. Oui, maintenant, on a la même que vous. Menu de la palette contour, afficher les options. Et elle s'agrandit. Voilà. Ah oui, ok. Alors, ce qui se passe chez vous et qui vous perturbe, c'est que au-dessus et en dessous de la palette contour, il y a d'autres palettes qui sont attachées. Elles n'ont rien à voir. Ce qui nous intéresse, c'est que vous arriviez d'une manière ou d'une autre à trouver la palette contour avec ses options, comme on les a ici. Et alors, ce qui nous intéresse, ce qu'on va faire, c'est demander que les contours se dessinent à l'intérieur des objets. Et pour ça, vous avez une option ici, alignement contour. Voilà, contour à l'intérieur. Et ils se mettent à l'intérieur. Et donc, ils respectent la grille. Et ça peut être intéressant pour certaines choses. Pour certains dessins que vous allez faire. Bon, si vous ne voyez pas la différence, c'est que vous n'avez pas assez zoomé sur le contour. Mais en principe, si les objets étaient sélectionnés et que vous êtes allé dans la palette contour enclencher ceci, les contours sont maintenant à l'intérieur des objets. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est avec la flèche noire, ne travailler que sur un objet. Actuellement, tous les objets sont sélectionnés, on est d'accord, on avait fait CTRL A. Alors, très intéressant dans Illustrator de connaître ça. Si vous voulez activer un seul objet, c'est avec la flèche noire. Vous allez devoir cliquer sur l'objet, mais parfois, les autres restent sélectionnés, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, il faut d'abord cliquer à côté avec la flèche noire. Je vous conseille de cliquer d'abord à côté avec la flèche noire, ça désélectionne. Et puis, vous allez cliquer sur l'objet que vous voulez modifier. D'accord? Et là, vous allez pouvoir, avec la partie épaisseur de la palette contour, augmenter le contour éventuellement.
Voilà. Alors, le contour, il est noir, mais on peut évidemment changer la couleur du contour. Il suffit que l'objet soit sélectionné et on met la case contour à l'avant-plan et on double-clique sur elle, même si ce n'est pas la meilleure méthode pour choisir les couleurs, mais enfin voilà. OK. Alors, ce qui est arrivé chez toi, c'est que, en fait, il fallait prendre la flèche noire, cliquer sur le rectangle pour le sélectionner, pour pouvoir le modifier. Et ce que tu as fait, c'est double-cliquer sur lui. Et quand on double-clique, on passe en mode isolation. Ça veut dire qu'on ne travaille que sur cet objet et les autres objets sont inaccessibles pendant ce temps-là. Vous pouvez tous essayer avec la flèche noire, vous double-cliquez sur un objet et les autres deviennent un peu ternes, on ne peut plus les modifier. C'est le mode isolation. Et ça, c'est pratique, mais quand on est débutant, par erreur, on double-clique et puis on n'arrive plus à travailler dans Illustrator. Vous savez ce qu'on dit, hein? Dans ces cas-là, on dit que Illustrator bug. Mais en réalité, les bugs, vous savez où ils se trouvent? C'est nous. C'est entre le dossier de la chaise et l'écran, évidemment. La plupart du temps. Et puis, à l'identité. Alors, pour sortir du mode isolation, vous avez là au-dessus un fil d'Ariane, un breadcrumb, je sais pas comment vous appelez ça, un fil d'Ariane, et vous cliquez sur la flèche une fois, deux fois, et voilà, vous êtes sorti du mode isolation, les autres rectangles sont à nouveau modifiables. Donc, vous pouvez aller cliquer une fois sur celui que vous voulez modifier, et je vous demande éventuellement d'aller modifier également son contour. Mettez un contour d'une couleur et d'une épaisseur différente de ce que vous avez mis sur l'autre. Donc, je vous rappelle, sélectionnez donc le rectangle avec la flèche noire en cliquant sur lui, modifiez la graisse dans la palette contour. Le contour est déjà à l'intérieur parce qu'on l'avait fait sur tous les rectangles en même temps en les sélectionnant tous. Modifiez la couleur du contour en double-cliquant. Voilà. Voilà. Et il serait peut-être temps d'enregistrer le document sous un nouveau nom, donc fichier enregistré sous. Voilà, 3. Donc, vous avez au moins 3 rectangles différents. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va stocker l'aspect de ces rectangles. On va le stocker pour pouvoir l'appliquer facilement sur d'autres rectangles, voire même formes complètement différentes. Donc, on va parler ici du stockage de l'aspect des formes. Et on va aller chercher pour ça la palette des styles graphiques. Menu fenêtre, style graphique. C'est par ordre alphabétique. Alors allons-y. Vous prenez la flèche noire, vous sélectionnez un des rectangles et vous allez cliquer sur le petit signe plus ici. Et ça se stocke. Vous avez peut-être un espèce de bloc de feuilles à la place du signe plus. Donc ici, celui-là, je le sélectionne, signe plus, celui-là. N'oubliez pas que si vous avez double-cliqué au lieu de cliquer avec la flèche noire, vous êtes passé en mode isolation. Et donc, il faut sortir du mode isolation par la petite flèche ici, le fil d'Ariane, clic, clic, voilà. On peut à nouveau travailler sur tous les objets. Donc là, j'ai sélectionné 3 objets l'un à la suite de l'autre, et chaque fois qu'un était sélectionné, j'ai cliqué sur l'icône du bloc de feuilles. Alors en effet, celui qui a un fond transparent, pour arriver à le sélectionner avec la flèche noire, il faut le prendre par son contour, il faut cliquer sur son contour, parce qu'il a pas de fond en fait, on n'arrive pas à le sélectionner. Mais il y est déjà. Donc voilà. Alors le problème que vous aviez là, c'est que
L'objet avait un bord épais. L'objet qui n'a pas de fond, il avait un bord épais, comme ça. Et, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on avait réglé le problème tout à l'heure, mais le contour était toujours à cheval. Il n'était pas à l'intérieur. Et quand vous essayez de sélectionner avec la flèche noire, vous avez cliqué là, ça ne sélectionne pas, mais il fallait cliquer là où se trouvent les vecteurs de l'objet, au centre du contour épais, dans ce cas-là. Ça va, tout ça est assez logique en fait. Hein. D'ailleurs, on peut voir les objets sans leur couleur temporairement. Pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Tracer. Ou j'aime autant vous donner directement le raccourci clavier. Essayez CTRL-Y. CTRL-Y sur le clavier. Voilà, c'est pour voir les objets sans les couleurs. CTRL-Y à nouveau, donc sur le Mac, ce sera bien sûr commande Y. C'est ce qui correspond à affichage, tracé, affichage, aperçu. Donc vous comprenez qu'en fait, le contour des objets, même épais, il n'existe pas réellement en tant que vecteur, que construction. Ce qui existe, c'est des rectangles, voilà. Et pourquoi ça supprime tout? Enfin, pourquoi quand je mets CTRL-Y? Donc c'est un peu comme voir le squelette de l'illustration. On ne voit pas les couleurs, on ne voit que les constructions vectorielles, puisque Illustrator est un logiciel vectoriel, ce sont des vecteurs. Ce n'est pas des pixels comme dans Photoshop, c'est des vecteurs. Ce sont des formes géométriques. Et donc ça peut être intéressant pour manipuler, par exemple, plus facilement les formes, parce qu'on ne les sélectionne plus par leur fond, comme ça c'est un des avantages d'afficher temporairement sans les couleurs. Donc CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, le passage de... Et pour récupérer les couleurs? Alors, vous avez donc sélectionné les rectangles un à un, et chaque fois vous avez cliqué sur l'icône là pour stocker ça dans la palette des styles graphiques. On va s'en servir maintenant. Vous allez créer une nouvelle forme, et pourquoi ne pas essayer autre chose qu'un rectangle? Essayons une ellipse. Voilà, ellipse. Alors, vous tracez une ellipse sur le document, et puis vous lui appliquez, elle reste sélectionnée quand on vient de la tracer. Vous lui appliquez un style graphique ou l'autre. Voilà. Ça, c'est pratique quand même. Alors, l'ellipse peut servir à faire des cercles parfaits. Il suffit que quand vous tracez avec l'ellipse, vous enfoncez la touche Shift. Voilà. Quand vous tracez l'ellipse, vous enfoncez la touche Shift et ça fait des cercles parfaits. Alors attention au piège. Le piège, c'est ceci. J'enfonce la touche Shift. Je la lâche et puis je lâche le bouton de la souris. Et c'est pas un cercle parfait. Ben oui, voilà. Donc si on utilise la touche Shift, il faut absolument lâcher la touche Shift après avoir lâché le bouton de la souris. Sinon, il y a un risque que ceci arrive. Je lâche la touche Shift, puis le bouton de la souris, ben ça n'a pas marché. La touche de contrainte Shift n'a pas fonctionné. Quand vous avez fait plusieurs formes, vous enregistrez le document. Fichier enregistré sous, c'est la version 4. Donc on est d'accord, si on prend la flèche noire et qu'on double-clique sur une forme, les autres deviennent inaccessibles, on est passé en mode isolation. Je vais sortir du mode isolation et je vais faire en sorte qu'une fois pour toutes, le double-clic sur une forme ne la fasse pas passer en mode isolation, parce que c'est quand même un peu ennuyeux, surtout quand on est débutant, on a tendance à double-cliquer. Alors vous allez dans les préférences générales, menu édition, préférences générales.
Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle cliquer 2 fois pour isoler. Vous décochez. OK. Et du coup, quand on double-clique sur les formes, maintenant, elles ne passent plus en mode isolation. Donc, le double-clic sur un objet ne le fait plus passer en mode isolation, c'est pratique. Maintenant, si vous voulez faire passer un objet en mode isolation parce qu'il est superposé, on ne va pas le faire ici, ce sera pour plus tard, mais quand vous aurez des objets superposés, pour éviter que les autres objets s'activent tout seuls quand vous travaillez sur un objet, il faut le faire passer en mode isolation et vous allez pouvoir faire un clic droit sur l'objet dans ce cas-là. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Voilà, vous demandez le mode isolation comme ça. Clic droit, isoler le tracé sélectionné, ça peut être pratique. Je sors du mode isolation. Voilà. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Les autres sont inaccessibles. Je sors du mode isolation. Voilà, comme ça, c'est une bonne solution. Il n'y a pas de risque que par erreur on isole un objet. Il faut vraiment le vouloir de faire un clic droit, isoler le tracé sélectionné. Bien, vous avez fait plusieurs cercles l'un à côté de l'autre, je suppose. Alors, on va leur appliquer un style graphique à certains d'entre eux. Donc, regardez le système, vous allez tester après, pour sélectionner les objets. Alors, vous flèche noire. Si les objets sont l'un à côté de l'autre, je peux faire un rectangle de sélection. Comme ceci, avec la flèche noire, j'enfonce, je garde enfoncé, je bouge, et tous les objets qui sont ne fût-ce que partiellement dans ce rectangle se sélectionnent. Donc je clique à côté, ça désélectionne, je réessaye ces deux-ci, voilà, je clique à côté ou ces deux-là. Ça, c'est une solution. Vous pouvez comme ça appliquer un style graphique sur plusieurs objets en même temps. Voilà, ils sont tous sélectionnés, palette style graphique. Je vais leur mettre ce style-là, par exemple. Voilà, parfait. Comment vous avez fait pour sélectionner plusieurs... Alors, autre manière de sélectionner les choses, c'est avec la flèche noire. Donc, je clique sur la première forme ici, et puis, avec la touche majuscule, je vais cliquer sur une autre. Et vous voyez que j'ai réussi à sélectionner deux formes, malgré qu'entre les deux, il y en avait une autre. Voilà. Donc, c'est clic, majuscule, clic. C'est shift en fait. Oui. Clic, shift, clic. Pour sélectionner des formes qui sont séparées par d'autres. On doit faire ça, appuyer sur Shift. Monsieur, comment on fait pour... Donc, sélection des deux cercles, je recommence ici parce que c'est important, ça va vous servir. Avec la flèche noire, je clique à côté, rien n'est sélectionné, je clique sur la première ellipse. Et avec la touche majuscule, je clique sur la deuxième, elles sont toutes les deux sélectionnées. Je montre aussi qu'on peut faire ceci. Je pourrais, avec la flèche noire, englober les trois formes, elles sont toutes les trois sélectionnées. Vous le voyez qu'elles sont sélectionnées. Celle du milieu, avec la touche majuscule, je clique sur elle, elle n'est plus sélectionnée. Donc je la retire de la sélection. Si je reclique avec la touche majuscule, je la remets dedans. Je reclique, elle est retirée. Avec la touche majuscule, je retire celle-là, j'ajoute celle-là. Enfin, je retire celle-là, j'ajoute celle-là. C'est avec la touche Shift et la flèche. Ça peut être intéressant aussi, cette manière de sélectionner. Donc, en englobant tout, elles sont toutes les trois sélectionnées, mais je retire celle-là avec la touche Shift. Donc, retenez bien ça, parce que ça va forcément vous aider. Vous enregistrez le document. Et ah oui, ce que vous pourriez faire, en effet, c'est une fois que vous avez activé les deux formes, c'est leur appliquer un style graphique que vous avez stocké, un différent de celui que vous avez appliqué là. Voilà. Et j'ai d'autres choses à vous dire à propos des styles graphiques, bien sûr, parce qu'on peut les mettre à jour. Quand vous avez dans une illustration des formes qui utilisent un style graphique, on peut d'un coup toutes les mettre à jour, changer quelque chose. Et ça, on verra, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va continuer là-dessus. Certains parmi vous ont déjà bien rempli leur feuille. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est agrandir la feuille. Donc, c'est tout à fait possible dans Illustrator d'agrandir la feuille A4 après avoir commencé le travail. Vous allez activer cet outil-ci, l'outil qui s'appelle plan de travail.
Et vous allez prendre les poignées et agrandir. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais une fois qu'on aura dessiné sur ce qu'on vient d'ajouter là, ce sera plus un A4, on ne saura plus l'imprimer sur une feuille A4. Mais si, ce sera quand même possible en le faisant passer dans InDesign, ne fût-ce qu'un tout petit peu pour préparer l'impression, faire passer le document Illustrator dans InDesign, on pourra le mettre à la dimension à laquelle on souhaite. Maintenant, c'est vrai que c'est un document un peu technique avec des centimètres. Il faudrait que les centimètres qu'on voit là dans Illustrator restent comme ça sur le papier, donc il faudrait imprimer sur des feuilles plus grandes. Là, on est d'accord. Si on veut que ce soit imprimé à la bonne échelle, 100%. En tout cas, voilà, pour l'exercice ici, vous avez vu qu'on peut temporairement aller agrandir la dimension du plan de travail avec l'outil plan de travail. Alors, il y a une barre qui est quand même assez intéressante dans Illustrator, c'est la barre contrôle. Alors, je viens de vérifier, chez vous, vous l'avez la barre contrôle. C'est une barre qui, en fonction de l'outil qui est activé dans la palette, elle met plein d'indications sur le dessus, là, mais moi je ne l'ai pas. Donc je vais demander pour l'afficher, menu fenêtre, contrôle. Comme ça, vous voyez, si un jour elle disparaît, vous voyez que c'est là qu'il faut aller la rechercher. Menu fenêtre, contrôle, voilà. Et alors, sur cette barre, quand l'outil plan de travail est activé, on a des choses qui concernent le plan de travail, notamment on peut choisir le format, mais là on a fait un format libre, manuellement. Et on pourrait choisir ici un format, l'orientation. En fait, on retrouve les choses qu'on a quand on crée un nouveau document. Avec le paysage ou vertical, horizontal. Voilà. Il est possible d'avoir plusieurs plans de travail, c'est-à-dire que si avec l'outil plan de travail, par erreur, vous en tracez un comme ça, vous avez un deuxième plan de travail. Vous pouvez le supprimer tout simplement en le sélectionnant avec l'outil plan de travail. Touche suppression sur le clavier, touche delete. Voilà. Donc ça peut arriver qu'on crée un plan de travail par erreur avec l'outil plan de travail. Pour vos travaux à vous, je pense qu'avec un seul plan de travail, ce sera suffisant. Voilà. Alors, l'intérêt... Bon, à quoi ça sert d'avoir plusieurs plans de travail? Ça servira quand on fait un design d'un site web. Parce qu'un site web, c'est composé de plusieurs pages qui ont des choses en commun. Ben, ça peut éventuellement servir aussi pour d'autres cas de figure. Le cas de figure où vous avez sur le premier plan de travail mis des éléments et vous voulez absolument les retrouver sur les autres plans de travail aussi. Ça pourrait être intéressant. C'est un peu comme faire de la mise en page à plusieurs pages dans Microsoft Word ou dans Adobe InDesign. Mais gardons les choses simples ici pour l'instant. On va travailler avec un seul plan de travail. Voilà. Vous avez vu donc, on a agrandi le plan de travail. Alors une palette qui pourrait être intéressante pour vous, c'est la palette navigation. Allez dans le menu fenêtre et allez chercher la palette navigation. Quand on est débutant, ça peut vraiment être utile. Ah oui, je l'avais déjà depuis tantôt en fait. Donc la palette arrive et elle vous montre ce que vous êtes en train de voir en grand sur l'écran. C'est-à-dire que si vous zoomez, Alt roulette par exemple, vous zoomez sur une partie du document, la palette navigation vous montre que vous êtes en train de regarder cette partie-là du document. Elle s'est encadrée de rouge. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est bien. Alors la palette navigation, elle peut être agrandie. Je la déplace là un peu. Monsieur, la télé elle s'est éteinte, il était marqué. Alors, cette palette navigation, si je l'ai déplacée un peu vers la gauche, c'est parce que je vais l'agrandir en mettant le pointeur en bas à droite de la palette. Par cliquer et glisser, je peux l'agrandir un peu. Voilà. Et donc, vous voyez toujours en permanence où vous êtes. Ça, c'est pratique quand vous avez plein d'éléments presque identiques, voire même carrément identiques sur le document. Vous arrivez à voir où vous êtes. Alors, le rectangle rouge peut être déplacé pour naviguer dans le document aussi. Donc ça va dans les deux sens. Je veux dire, le rectangle rouge de la palette de navigation, vous pouvez l'utiliser. Et quand vous naviguez par le Alt roulette, barre d'espacement dans le document, ça vous montre aussi ce que vous êtes en train de voir. Voilà.
Donc vous n'êtes pas obligé de la garder sur l'écran, vous la gardez si vous voulez. Alors, je me mets à un endroit où il n'y a pas encore de forme et je vais continuer à dessiner avec le cercle. Mais voilà, je vais donc aller rechercher l'outil ellipse. Cette fois-ci, la différence, c'est que je vais me mettre au croisement de deux lignes de la grille. Et regardez, vous allez essayer après. Je commence à dessiner. Attendez, je vais même le faire au croisement de deux lignes épaisses de la grille, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je commence à dessiner. J'enfonce la touche majuscule, mais en même temps que la touche majuscule, j'enfonce la touche Alt. Et vous voyez ce qui se passe? Le cercle se crée par son centre. Voilà. Vous lâchez le bouton de la souris, puis Alt et majuscule, et voilà comment créer des cercles par leur centre, ou d'ailleurs n'importe quelle autre forme, des carrés, des rectangles, des hexagones, on n'a pas encore parlé de ça, des étoiles. L'outil Halo, vous oubliez, c'est un truc pourri dans Illustrator, il vaut mieux faire ça dans Photoshop. On peut transférer à un certain moment les documents Illustrator dans Photoshop pour faire des choses que Photoshop sait mieux faire, finaliser les documents Illustrator. Donc je vous le dis tout de suite parce que je sais que vous avez essayé. Oubliez ça, l'outil Halo, ça ne sert pas à grand chose dans Illustrator. Voilà, donc je recommence pour vous remontrer ça avec l'outil ellipse. Donc je commence à tracer, je ne lâche pas le bouton à la souris, j'enfonce la touche majuscule pour être certain que ce soit un cercle. Ceci dit, bien que, vu que le dessin est calé sur la grille, c'est facile d'avoir des cercles en fait. Alt en même temps, et voilà, avec Alt en même temps, on arrive à dessiner des cercles qui se dessinent par le centre, là où on a commencé à tracer. Donc vous pouvez essayer aussi avec un rectangle si vous voulez. Voilà. Et qu'est-ce que c'est censé faire? La forme se crée par là où on a commencé à dessiner, et parfois ça peut être bien pratique. Donc je commence à dessiner là avec l'outil rectangle. J'enfonce la touche majuscule pour être certain que ce soit un carré. Touche Alt, ça se crée par le centre. Donc touche majuscule et Alt, ça se crée par le centre. Voilà. Ça pourrait vous être utile parce que par défaut, les formes se créent par... par le coin là où on a commencé à dessiner, vous avez vu. Alors, n'hésitez pas à appliquer sur ces formes que vous venez de faire différents styles qu'on avait enregistrés. Donc, avec la flèche noire, la forme est sélectionnée, j'applique un style, un autre, et là au-dessus, encore un autre, voilà. Alors voilà, je vais ici modifier une des formes qui utilise un des styles. Vous le voyez, quel est le style qu'elle utilise. Quand vous sélectionnez la forme avec la flèche noire, vous sélectionnez la forme, le style qui est utilisé par cette forme est encadré. Vous voyez? Si je vais sélectionner une autre forme, le style est encadré, etc. Le style est chaque fois encadré. Donc, je sélectionne une forme qui utilise un des styles. Est-ce qu'il y a chez vous aussi, quand vous faites ça, quand vous sélectionnez une des formes, vous avez sur le plan de travail d'autres formes qui utilisent le même style? Oui. Super. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est que quand on sélectionne les autres formes, on voit que c'est le même style. Voilà, ça ne bouge pas dans la palette des styles. Ça ne bouge pas, c'est toujours le même. C'est toujours le même, voilà, c'est toujours le même. On a donc plusieurs formes qui utilisent le même style. Et ça, c'est pratique, vous allez voir, ça permet de modifier plein de formes d'un coup dans un travail Illustrator, sans même devoir les sélectionner. C'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir modifier l'aspect de plein de formes qui utilisent ce style
sans être obligé de les sélectionner. Donc vous avez sélectionné une des formes et on va modifier. Donc ici, je vais par exemple choisir de modifier la couleur du contour. Je vais double-cliquer. Même si ce n'est pas la bonne méthode, on verra plus tard la bonne méthode pour faire des contours corrects, des couleurs correctes, je veux dire, avec le nuancier. Voilà. J'ai double-cliqué sur le contour, j'ai modifié la couleur. Je vais modifier également l'épaisseur. Vous avez toujours la palette contour qui est là quelque part. Normalement, ça devait changer. Quand on changeait, ça devait changer l'autre dessin aussi. Et alors, la question, c'est maintenant comment faire en sorte que toutes les autres formes reçoivent cette modification. Eh bien, il y a une méthode assez simple. Vous allez faire apparaître la palette Aspect. Donc, menu, fenêtre, Aspect. Elle est arrivée juste à côté de la palette des styles. On est d'accord, elles sont ensemble. Alors, la palette style graphique et la palette aspect, on va les rendre indépendantes. C'est-à-dire, vous allez prendre une des deux palettes par son nom, cliquer, glisser, et voilà, vous avez deux palettes qu'on voit en même temps. Elles ne sont plus regroupées sur l'écran. Pendant que l'objet est sélectionné là, vous voyez dans la palette aspect, le petit carré là. Bien. Vous allez le prendre, cliquer, glisser, ce petit carré, vous le prenez, vous le déplacez vers la palette style graphique. Et en enfonçant la touche Alt, vous allez le mettre sur le style qui est utilisé par les autres formes là. Vous lâchez le bouton à souris puis la touche Alt. Résultat, toutes les formes qui utilisaient le style sont mises à jour. Donc je recommence. Je vais le faire avec une autre forme. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez, je vais le refaire avec une autre forme ici, la rose. Je prends n'importe quelle forme rose ici. Je vais modifier, dans ce cas-ci, je vais modifier le fond. Tiens. Je double-clique sur le fond et je vais faire un rose plus foncé comme ça, voilà. Le contour, tant que j'y suis, je vais le modifier aussi. Je mets le contour en avant-plan et double-cliquer sur lui. Je vais le mettre en jaune, tiens, voilà. Son épaisseur par la palette contour. Enfin voilà, je fais des modifications sur une des formes. Voilà, d'accord ? Il est différent de ce qu'il était avant, on est d'accord, hein ? Eh bien, dans la palette aspect, je vais prendre le petit carré ici et en enfonçant la touche Alt, je vais aller le déposer sur le rose, ici, le style rose. Les autres formes roses vont se transformer. Voilà. Ah tiens, il y en a une qui ne s'est pas transformée. C'est qu'elle n'utilisait pas le style. Mais en tout cas, il y en a deux qui se sont transformées. Celle-là, je vais lui appliquer le style manuellement. Je la sélectionne, je lui applique le style. Voilà, c'est bon. Alors, ici, on n'a que quelques formes, mais imaginez que ceci fonctionne avec des dizaines et des dizaines de formes que vous avez sur votre illustration, sur votre plan de travail. Vous pouvez modifier comme ça leur aspect grâce au style et la mise à jour du style. C'est ce qu'on vient de faire. Mise à jour de style. Alors éventuellement, n'hésitez pas à réactiver l'outil plan de travail pour agrandir votre page. Alors ici, vous allez créer une forme et dans cette forme, vous allez mettre pour le fond, vous allez mettre un motif qui se trouve dans la palette nuancier. On va faire apparaître la palette nuancier. Donc là, ce que je viens de faire, deux choses. J'ai utilisé l'outil plan de travail pour agrandir ma page. Ensuite, je prends l'outil rectangle, j'ai tracé un rectangle. Et là, je vais aller chercher la palette nuancier. Menu fenêtre, nuancier.
nuancier, moi, il est déjà... Et en fait, c'est là qu'il faut faire les couleurs dans Illustrator, pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Mais là, ce qui m'intéresse, ce sont des motifs. Je voudrais vous montrer ce qui se passe quand on met un motif dans une forme. Alors, le nuancier, on va agrandir les vignettes, parce que là, c'est un peu ridicule. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, donc ici, et vous demandez « Affichage par grande vignette ». Le nuancier, vous pouvez l'agrandir, cette palette nuancier, par sa petite case en bas à droite. Non, on voit pas ça. Donc, chaque palette a un menu en haut à droite. Vous cliquez sur les 3 petites lignes là, le menu. Vous demandez affichage par grande vignette. Et vous agrandissez le nuancier, bien sûr, parce que c'est ridicule de rester comme ça. Je vois souvent des gens qui sont comme ça avec une petite palette et puis ils sont là sur l'ascenseur en train de bouger comme ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Agrandissez en bas, voilà. Et comme ça, on voit tout. Et en fait, c'est trop de palettes. Voilà, vous avez votre carré qui est sélectionné et donc vous allez choisir un motif dans la palette nuancier. Des motifs, il n'y en a pas beaucoup ici, mais évidemment, il en existe plus, on ira les chercher plus tard. Mais regardez ce qui se passe si j'applique ce motif. Il s'applique sur le contour, parce que c'est le contour qui est en avant-plan. Si ce n'est pas ce que je voulais, je fais un CTRL-Z et je mets le fond en avant-plan au moment où je vais cliquer sur le motif ici. Voilà. Alors, certains parmi vous n'ont pas de motif, donc on va aller les chercher, on va aller en chercher. Donc, en bas à gauche de la palette nuancier, vous voyez ces espèces de classeurs ou de livres, cette icône, c'est la bibliothèque. Vous pouvez aller cliquer là-dessus. Et vous allez jusqu'à la ligne qui s'appelle motif. Et là-dedans, vous avez motif décoratif, héritage décoratif par exemple. Ah oui, là, on en a plein. Une palette s'ouvre à côté. Ah ouais. Vous allez pouvoir faire la même chose que ce que vous avez fait pour le nuancier, c'est-à-dire menu de la palette ici et affichage par grande vignette. Alors cette palette n'est pas modifiable, son contenu n'est pas modifiable, mais c'est utilisable. Je suis toujours avec le rectangle là qui est sélectionné, le fond en avant-plan. Je peux cliquer sur les différents motifs et les tester. Par contre, moi, le motif, À chaque fois que vous cliquez sur un motif, pour l'appliquer dans l'objet, il s'ajoute au nuancier du document. Voilà, ça c'est intéressant. Je vous expliquerai un peu plus loin, donc dans quelques temps, quelques minutes, comment agrandir ou rétrécir le motif, comment faire une rotation sur le motif, le déplacer dans l'objet. Alors, on vient de découvrir là que la raison pour laquelle vous n'aviez pas de motif dans la palette nuancier chez certains d'entre vous, c'est parce qu'il y avait un filtrage qui était appliqué, comme ça, voilà. Voilà, le nuancier apparaît sans motif, on est d'accord? Pourquoi? Parce que, pour une raison que j'ignore, c'est l'utilisateur précédent sans doute d'Illustrator, là. Il y a un filtrage ici, c'est ce petit menu en bas de la palette nuancier qui dit que vous ne voulez voir que les nuances de couleurs. Et on demande d'afficher toutes les nuances, et là, le motif, tout réapparaît, les dégradés, les motifs, les groupes, tout est là. Donc c'est de là que venait l'erreur. Mais c'est intéressant de voir, parce que ce sont des choses qui vont forcément vous arriver. Alors voilà, on va dire que je vais rester avec ce motif ici. Quoique, je préférerais en prendre un qui a des couleurs, ce serait mieux. Voilà, comme celui-là, pourquoi pas. J'en teste d'autres. Alors, il faut bien se rendre compte que certains motifs ont de la transparence et d'autres n'en ont pas.
Voilà, je vais finalement prendre celui-là, qui a plein de couleurs différentes et qui n'a pas de transparence. Si vous voulez voir que certains motifs ont de la transparence, bon, il y a deux solutions. Soit il faut les superposer à un autre objet, soit il faut afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, et là, vous allez peut-être voir que certains des motifs que vous avez envoyés d'ailleurs dans le nuancier ont de la transparence. Voilà, par exemple, si j'applique ce motif-là, on voit la transparence. Lequel autre? Celui-là, oui, il y a de la transparence. Celui-là aussi. Donc c'est au choix, quand on crée le motif, on fait avec de la transparence ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire. Et on créera des motifs, mais on attend un peu que vous soyez un peu plus à l'aise avec Illustrator. Donc ici, j'avais dit que finalement, je prenais celui-là. Voilà. Je vous conseille de prendre un motif qui a plusieurs couleurs pour la suite, pour ce qu'on va faire la suite. Bon, on va enlever la transparence de l'affichage. Affichage, masquer le damier de transparence. On n'a plus besoin de voir la transparence, c'était juste pour préciser que certains motifs ont de la transparence, d'autres pas. Voilà. Alors, une des grandes questions dans Illustrator, c'est comment faire pour modifier la dimension d'un motif à l'intérieur d'un objet. Alors, si vous regardez sur Google les solutions, ils vont vous parler de la touche tilde, mais ça ne marche pas très bien. Donc, ce qu'on va faire ici marche dans tous les cas. Vous devez avoir votre objet qui est sélectionné. Vous voyez dans la palette des outils complète, avancée, vous voyez cet outil-ci, l'outil de mise à échelle. Ah oui. Vous double-cliquez sur lui. Oui. Ça fait apparaître la boîte mise à échelle. Oui. Vous cochez transformation de motif et vous décochez transformation d'objet. Parce qu'on veut agrandir ou rétrécir le motif et pas l'objet. Et on met OK. Alors, de la même manière qu'on peut modifier la dimension d'un motif, on peut aussi modifier son orientation. Bien sûr, ça ne se verra pas sur tous les motifs. Ça ne se verra pas avec tous les motifs. Donc, moi, j'ai choisi ici un motif où, si je le tourne, ça va se voir. Avec la flèche noire, vous avez ici, à côté de l'outil qu'on vient juste d'utiliser précédemment, vous avez l'outil de rotation. Vous double-cliquez sur lui. C'est le même principe. Transformation de motif doit être cochée. Transformation d'objet ne doit pas être cochée. Aperçu doit être coché. Vous modifiez l'angle, vous allez le voir. Voilà, c'est cet outil-là de rotation. Qu'est-ce qui doit être coché et pas coché? Ah oui, c'est pour faire. Donc, transformation de motif coché, transformation d'objet pas coché. C'est pas le rectangle que je veux tourner, c'est le motif à l'intérieur. D'accord. Aperçu coché pour voir en temps réel derrière ce que ça donne. Oui. Ici, il n'y a pas de touche tabulation à enfoncer. Et j'ai pas l'angle. Enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Le numéro 5 là en fait. Hop. Non, numéro 6. Voilà, numéro 6. Alors, pour déplacer un motif dans l'objet, c'est moins souvent qu'on en a besoin, mais je vous montre. L'objet est sélectionné avec la flèche noire. Je double-clique sur la flèche noire. Et là, même chose. On a ici le déplacement horizontal et vertical. On peut modifier. Je vais indiquer par exemple horizontal 20 mm, touche tabulation, et voilà. Vertical 10 mm, etc. Alors il faut savoir, c'est par rapport au coin supérieur gauche de la page. Par exemple, vous allez regarder ici, j'ai 12 mm en vertical de déplacement. Je vais indiquer 14. Je vais enfoncer la touche tabulation et vous allez voir que ça va descendre.
Vous avez vu que ça a descendu? Ok, ici, à la place de 20, je mets 22. Je vais enfoncer la touche tabulation. Ça va vers la droite. Donc c'est par rapport au coin supérieur gauche de la page, les déplacements qu'on indique ici. Si on veut que ça aille vers le bas, il faut une valeur positive en verticale. Si on veut que ça aille vers le haut, il faut diminuer, voire même faire du négatif. Mais ce n'est pas souvent qu'on doit replacer un motif dans une forme. En principe, si vous faites une seconde forme tout près, elle doit prendre les mêmes valeurs. D'accord? Essayez, faites un rectangle, encore un autre. Ça doit prendre les mêmes valeurs, sans même devoir stocker ça dans la palette style graphique. Parce qu'on vient de le faire. Donc je viens juste avec l'outil rectangle de créer 2 rectangles supplémentaires. Ils ont pris la même couleur de contour, la même couleur de fond, le même motif, la même orientation. J'ai même pas dû stocker l'aspect du rectangle dans la palette style graphique parce que je viens de le faire et donc les suivants prennent la même chose. Alors regardez bien ce qui se passe ici et vous allez tester après. D'abord vous regardez parce que c'est pas si évident. Avec la flèche noire, j'active un des objets qui contient le motif. Que se passe-t-il si je le bouge? Le motif bouge avec. Vous voyez? Le motif bouge avec. Et donc, si je superpose 2 formes qui utilisent le même motif, il n'y a pas de raccord. C'est foireux. On est d'accord? Alors, ce qu'on me demande souvent, c'est comment faire en sorte que quand je bouge la forme, le motif reste en place. On sélectionne les 3 objets. Les objets qui contiennent le motif. La case fond est en avant-plan. On voit qu'elle utilise le motif. On va appliquer le motif en cliquant sur lui dans la palette nuancier. Voilà. Dans la palette transformation, dans le menu, vous devez être en transformation d'objet. Oui. S'il est indiqué tout transformé, quand vos 3 objets sont sélectionnés, ça ne va pas indiquer transformer l'objet. Oui. D'accord. Quand vous prenez un seul des objets et que vous le bougez, on dirait que ça fonctionne, hein. Le motif ne bouge pas, donc là, il n'y a pas de problème de raccord d'un objet à l'autre. Pour arriver à ne bouger qu'un objet, avec la flèche noire, vous devez cliquer à côté de tout, sur une surface blanche du plan de travail, puis venir cliquer sur l'objet, et vous ne bougez que celui-là. Voilà. Et là, ça a l'air de fonctionner, c'est du raccord. Pour que les motifs restent au raccord quand on superpose les objets, pour que les motifs ne bougent pas quand on bouge l'objet. Donc ça fonctionne sur des motifs sur lesquels on n'a pas fait de transformation. Alors la rotation sur le motif, on peut la préparer, faire en sorte que dans le nuancier, le motif soit déjà en rotation à une certaine dimension. Ça, on verra. C'est des choses qui peuvent se faire. Donc c'est pas interdit d'avoir ce motif-là avec une rotation, mais il faut le préparer, il faut que dans le nuancier, il soit comme ça. Bon, alors maintenant, on va passer à autre chose. On va voir comment modifier les couleurs du motif. Est-ce que vous avez un motif avec plusieurs couleurs? Bon, parfait. Alors, on va aller chercher la palette des calques. Alors, la palette des calques, menu fenêtre, calque. Je vais la détacher. Là, elle s'est mise en haut à droite sur l'écran. Là, voilà. La palette des calques. Alors, palette des calques,
Si vous déployez la palette des calques avec le petit triangle ici, vous allez voir tous les objets qui sont sur votre document. Il est où le triangle? Donc là, j'ai agrandi ma palette des calques par la petite case en bas à droite. Alors, ce calque qui contient notre document, on va le verrouiller. C'est-à-dire que dans la deuxième colonne qui contient rien, vous allez cliquer et un verrou arrive. Alors, vous allez maintenant créer un calque vide. Vous allez cliquer sur l'icône du bloc de feuilles ou du signe plus. Pas celui-là avec la petite flèche. Celui-là, nouveau calque. Et vous avez fait un nouveau calque qui s'appelle calque 2. Donc les calques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des systèmes pour simplifier la manipulation des objets. Quand on a dans une illustration plein d'objets, pour arriver à plus facilement les sélectionner, les modifier, on les met sur différents niveaux de construction, des calques. Ça, ce serait plutôt le bon nom de cette chose, niveau de construction. Alors, on est en train de travailler sur le calque, il est sélectionné. Il est en surbrillance, il est bleuté, là, vous le voyez? Ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher dans le nuancier, vous allez chercher le motif. Voilà, vous allez prendre le motif, là, dans le nuancier, non pas là, je ne suis pas dans le bon, j'étais dans la palette héritage décoratif. C'est dans le nuancier, menu fenêtre nuancier, voilà, il est là. Oui, parce que la palette, oui, ça aurait pu marcher aussi par l'autre palette. Alors je le prends, je le déplace sur le plan de travail, et il arrive, voilà. Voilà, je peux travailler en dehors de la page ou sur la page, il n'y a pas de problème. Et on va zoomer là-dessus et on va modifier les couleurs. Donc, pour modifier les couleurs, ça peut être assez simple. Vous allez pouvoir déplacer les couleurs du nuancier. D'abord, cliquez à côté pour désactiver, parce que si il reste activé et que vous cliquez sur une couleur dans le nuancier, il prend cette couleur-là. Donc, il faut d'abord cliquer à côté pour désactiver les objets. Et puis, vous allez pouvoir prendre du nuancier et déplacer vers les objets. Essayez de déplacer sur les fonds et pas vraiment sur les contours, ce serait bien. Parce que si on déplace sur un contour, ça risque de le mettre sur le contour. Mais quand on change, par exemple, le vert, il ne le change pas. C'est pas grave. On fait juste cliquer sur la couleur. En fait, on maintient la couleur et on va sur le marron métal. Je fais ça, mais vous ne voulez pas zoomer. Voilà, voilà. Alors regardez ceci. Dans la palette des calques, j'ouvre le calque 2. J'ouvre le groupe. Parmi tous les objets qui sont dans ce groupe, il y en a un et il est tout en dessous. C'est un rectangle qui n'a pas de couleur et pas de contour. Vous allez cliquer sur la petite cible à côté de ce rectangle ou carré, peu importe. Donc, allez-y, faites ça. Oui, alors ce carré apparaît avec des vecteurs rouges. Pourquoi? Parce que chaque calque, en fait, a sa couleur de vecteur. Mais ça ne sort pas au final sur l'imprimante ou sur l'écran, bien sûr. Ce sont juste les couleurs des vecteurs, les constructions. C'est pour vous aider. Quand vous voyez un rectangle avec des vecteurs rouges, ben vous savez qu'il est sur le calque 2. S'il a des vecteurs bleus, il est sur le calque 1, c'est simplement ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce carré qui n'a pas de couleur de fond et de contour? Il est tout en dessous du motif, c'est celui qui sert à recadrer le motif. C'est-à-dire que dans la palette nuancier,
c'est le contenu là du carré qu'on voit. Tout ce qui dépasse ne fait pas partie du motif, d'accord? Donc, si vous mettez des couleurs sur l'extérieur, là par exemple, je prends ceci, je vais d'abord cliquer à côté. Ben oui, sinon, si je clique sur le nuancier avec ce carré là qui est sélectionné, il va devenir orangé. Non, je clique à côté pour désactiver. Si, par exemple, je mets une couleur là, elle n'apparaîtra pas dans le motif normalement. Parce qu'il n'y a que celles qui sont dans le carré qui vont apparaître. Donc ça, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une fois que vous avez modifié les couleurs comme vous voulez, là, à nouveau, je clique à côté de tout et je désactive. Je vais aller mettre quelques rectangles bleus à différents endroits. Bon, pourquoi pas. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà, ce qu'on va faire, c'est transformer à nouveau ceci en motif. Voilà. Cette chose-là, on va la retransformer en motif. Je suis en train de faire des choses assez visibles au niveau des couleurs pour qu'on voit vraiment que le motif est différent. Ok. Mais je vous laisse choisir ce que vous voulez. J'ai pas compris à quoi il sert carré blanc qu'on a coché. Donc, le carré de tout à l'heure, là, c'est celui qui sert à recadrer. C'est un motif au raccord et c'est le carré de recadrage. Mais on aura l'occasion de revenir sur la création de motifs, vous allez voir ça. Donc là, je n'oublie pas de cliquer à côté pour qu'il soit désactivé. Il ne faudrait surtout pas que ce carré en dessous attrape de la couleur. Ce ne serait pas bien. Bien, alors peu importe, on va tester. Une fois que vous avez modifié les couleurs, vous allez sélectionner tout. Alors voilà, vous remarquez, on imagine, ça peut arriver, voilà, ça vous est arrivé à certains. Vous remarquez que le carré d'en bas n'est plus sans couleur de fond et de contour. Donc comment faire ? Il faut absolument qu'il n'y ait pas de couleur de fond et de contour, sinon le motif ne fonctionnera pas. Vous allez recliquer sur la petite cible ici. Et dans la palette des outils, vous allez lui enlever sa couleur de fond et sa couleur de contour. Couleur de fond, diagonale, contour, diagonale s'il faut. Voilà. Et il est redevenu sans couleur de fond et de contour. Moi, juste. Donc, ce motif dont on a modifié les couleurs, vous remarquez que je n'ai pas modifié les formes, je n'ai pas été bouger certaines formes, etc. D'ailleurs, vous n'auriez pas su le faire avec vos connaissances actuelles d'Illustrator, parce que c'est un groupe. Et pour arriver à modifier la position d'une forme qui est dans un groupe, il faut savoir comment faire. Enfin, voilà. Avec la flèche noire, j'englobe tout. Tout est sélectionné, là. Et je vais déplacer ça dans le nuancier. Donc je le prends n'importe où, je le déplace dans le nuancier, voilà, il est là. Et je vais pouvoir utiliser ce motif dans des formes. Alors, est-ce que je vais le faire sur ce calque-là? Peut-être pas. Peut-être que ce calque-là, je vais le verrouiller. Je vais continuer à aller travailler sur le calque d'en dessous. Voilà, donc j'ai verrouillé le calque qui contenait mon motif là. Motif modifiable. Je retravaille sur le calque 1 que j'ai déverrouillé. Qu'est-ce que je peux faire? Une forme. Alors je vais prendre une étoile, tiens, parce que pour l'instant j'en ai pas encore fait des étoiles. Voilà, une étoile. Une étoile, j'indique que je vais modifier la couleur de fond. Et j'applique le motif que je vais cliquer dans le nuancier. Et ça marche. J'ai un motif que j'ai modifié. Donc chez certains parmi vous, ça ne fonctionne pas. Vous avez cette icône-là qui apparaît quand vous voulez tracer l'étoile. Vous avez ça. Un crayon avec un sens interdit. Pourquoi? Eh bien parce que dans la palette des calques, le calque 2 est toujours activé. Il croit que vous voulez travailler sur le calque 2, mais le calque 2, il est verrouillé.
Donc il faut non seulement déverrouiller le calque 1, mais aussi que la vignette soit en surbrillance. Voilà. Et vous prenez une étoile, vous activez l'outil en fait. Voilà. Il y avait un cadenas. Vous cliquez Vous tracez. sur l'étoile dans les outils. On enregistre le document. J'ai fermé mon calque 2, j'ai ouvert mon calque 1, j'ai cliqué sur l'étoile et il me met toujours le crayon. Alors, si vous regardez le motif qu'on a modifié, que j'ai modifié ici, vous allez remarquer que toutes les parties qui sont beige, couleur ivoire ici, plus la partie orangée là que j'ai mise, elles font pas partie du motif hein, parce qu'elles sont pas dans le rectangle. Hein, voilà, le carré. Voilà, on ne les retrouve pas là. Autre chose, on a plein de problèmes de raccord, mais bon. Pourquoi? Parce que, évidemment, au moment où j'ai colorisé, je n'ai pas trop fait attention à ça. Il faut évidemment y penser. Par exemple, ici, j'ai un carré bleu. Il est coupé par le rectangle, il n'y a que la partie gauche qui apparaît dans le motif final. Il faudrait que ici, ce soit du bleu aussi. Logique. Là, j'ai du rose. Il faudrait que ce soit du rose ici en dessous, mais c'est le cas. Du brun là, oui, ok. Donc, voilà. Si on fait une autre forme, Au niveau des couleurs, ce que je montre, c'est que, bon, ici, dans le motif, on a des carrés qui sont pleins, mais dans le motif appliqué, j'ai des demi-carrés. Ah ben oui, hein. Voilà. À certains endroits, il y a des demi-carrés. C'est ça. Donc, bleu ici, couleur... ocre, cacadois, je ne sais pas ce qu'il faut dire, eh bien ça vient du motif, c'est parce que ici il y a une non-concordance du raccord au niveau des couleurs. Voilà. C'est pas très grave, peut-être que c'est bien, mais donc rien n'empêche d'aller corriger ça, bien sûr, et d'aller refaire un motif. Par exemple, oui, il faudrait déverrouiller le calque 2 et verrouiller le calque 1. C'est toujours mieux par sécurité quand on va aller modifier la chose là. Voilà. Je le fais ici, ne le faites pas. Hein. Voilà. J'indique que je travaille sur le calque 2. Je vais amener le bleu là. Voilà. OK. Et donc là, normalement, problème de raccord ne se posera plus, le problème de raccord de couleur. Je déplace tout ça que je sélectionne. Voilà. Je déplace tout ça dans la palette nuancier. Il est là. Je vais verrouiller le calque 2, travailler sur le calque 1 que je déverrouille. Tester dans une forme que je trace. Voilà. J'applique le nouveau motif en tant que fond. Plus de problème de demi-carré. Tout ça est très logique. Hein. Voilà, je vais enregistrer le document ici pour moi. Et avant de démarrer le travail libre dans lequel vous allez pouvoir exploiter tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous explique rapidement deux petits trucs. Ça va prendre 5 minutes, mais vous allez voir qu'au niveau créatif, ça va vous aider énormément. Là aussi, on peut agrandir le plan de travail. Si vous n'avez plus de place, agrandissez le plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Comme ça, vous avez un peu plus de place. Alors, regardez ça. Vous allez tester après. Vos connaissances actuelles du logiciel ne sont pas excellentes. Vous êtes juste des débutants, mais vous allez malgré tout arriver à faire des choses sympas. Il nous manque juste la possibilité de faire des formes un peu plus complexes que des carrés, des cercles et des ellipses. Alors, je prends le carré ici, je trace. Ne faites rien, regardez juste. Voilà. Je vais lui mettre une couleur de fond qui n'est pas le motif, comme ça on verra mieux ce que je suis en train de faire. Voilà le carré. OK. Alors, un truc sympa à faire, c'est ceci. Avec la flèche noire, on arrive à déplacer la totalité d'un objet. Avec la flèche blanche, on dirait que c'est la même chose. Sauf que, si je clique à côté et que je vais englober un des points, je vais pouvoir le bouger
Voilà. On va pouvoir bouger les choses et faire des formes un peu plus complexes. Donc, je répète, quand on vient de tracer le rectangle, tous les points sont activés. C'est pour ça que quand on prend la flèche noire, on le déplace, il bouge entièrement sans se déformer. Je passe à la flèche blanche. Je me dis, tiens, je vais pouvoir modifier la position d'un point. Mais ça ne marche pas. Ils bougent tous parce qu'ils sont tous sélectionnés. Il faut d'abord que je clique à côté et puis que je vienne cliquer sur le point, éventuellement le bouger. Je peux aussi englober le point et le bouger. Allez-y, testez ça. Manipulez un des points. Autre chose que je vous montre, regardez, vous allez tester après. Je vais mettre une couleur différente sur un des deux objets. Ce premier rectangle-là, modifié, il est fait avant le deuxième. Il est donc en dessous. C'est-à-dire que si je le déplace avec la flèche noire au même endroit que le deuxième, il est en dessous. Parce que les objets s'empilent au fur et à mesure de leur création. Alors peut-être que ça ne convient pas, on va modifier l'empilement. Je vous montre comment on fait par la palette des calques. Par la palette des calques, je vais ouvrir le calque 1 sur lequel je suis en train de travailler et je vais pouvoir déplacer un objet par rapport à l'autre. Alors peut-être qu'on ne les voit pas très bien ici, les objets, parce que les vignettes sont minuscules. C'est pour ça que dans la palette des calques, il y a possibilité de faire ceci. Et ça, vous pouvez le faire. Allez dans le menu de la palette des calques. Allez jusqu'à la dernière ligne. Option de panneau. Dans la boîte qui s'ouvre, vous allez indiquer Autre, 80. OK. Et vous avez des grandes vignettes comme dans Photoshop. Pourquoi j'ai mis 80? Parce que c'est le maximum. On ne sait pas avoir des vignettes plus grandes, en fait. Alors oui, le calque 2, vous pouvez l'enlever de l'affichage, c'est-à-dire enlever l'œil. On n'a plus besoin de voir les motifs qu'on a modifiés. Donc, vous avez l'œil en face du calque. Voilà. Alors, avec votre palette des calques à grande vignette, c'est sûr, vous allez devoir utiliser la roulette de la souris. Vous mettez le pointeur au-dessus de la palette des calques et roulette de la souris pour passer en revue les objets, parce qu'il y en a tellement. Voilà. Bon alors, c'est simple. On prend la vignette d'un objet, le beige ici est devant le vert, c'est clair. Je prends la vignette du beige, je la déplace en dessous du vert. Vous voyez qu'il y a une ligne qui apparaît pour me dire que je vais l'insérer là. Et voilà, il est en dessous du vert et ça se voit. Voilà comment on modifie l'empilement des objets. On prend un objet, on le place en dessous avec la ligne bleue qui permet de dire qu'on l'insère. Je vais faire passer le beige en dessous du vert. Je prends le beige, je le fais passer sous le vert. Voilà. Monsieur, je fais ça, mais ça change pas. Donc ce qui se passe dans ton cas, c'est que tu n'as pas de couleur de fond sur l'objet. Comme ça. Il est comme ça. Et donc, pour arriver à mettre une couleur de fond sur l'objet, on ne peut pas faire le déplacement d'une couleur du nuancier vers l'objet. Ça ne marche pas. Il faut absolument le sélectionner avec la flèche noire par le bord, indiquer qu'on va modifier le fond. Ça doit être en avant-plan dans la palette des outils, et cliquer sur la couleur qu'on veut appliquer. Voilà. Vous voyez, dans le cas des objets qui n'ont pas de fond, le glisser-déposer du nuancier ne marche pas. Alors, dans la palette des calques, vous m'avez fait la remarque, certains objets ont une cible grise
et d'autres pas. Bon, ben, on ne va pas s'en occuper pour l'instant, ce n'est pas important, donc ne pensez pas que c'est un problème, tout va bien. Alors la suite, des formes encore plus complexes. Je vous montre. Je trace un rectangle. Je vais modifier ces points avec la flèche blanche, mais avant, je dois cliquer à côté pour pouvoir avoir accès à chacun des points, on est d'accord? Bien. On n'a pas vu comment redimensionner les objets, au fait. On a vu comment redimensionner un motif, mais pas un objet. Pour redimensionner un objet, si on l'avait vu ou pas? Il fallait juste faire l'inverse, cliquer sur objet au lieu de motif. Non, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est avec la flèche noire, vous sélectionnez l'objet. Vous avez ici une poignée, vous pouvez redimensionner. Ah oui, ok. Avec la touche majuscule, si vous voulez qu'il reste avec les mêmes proportions exactement. Mais bon. Bien. Donc, ça c'est une chose, premier objet. Et puis, deuxième objet ici que je crée, voilà, un deuxième objet. Avec la flèche blanche, je clique à côté, puis je vais aller le modifier. D'accord? OK. Et si je veux combiner ces deux objets en un seul? Ah ah! Je prends la flèche noire, je dois faire en sorte qu'ils se superposent. Je sélectionne les deux et je vais utiliser ce qu'on appelle le Pathfinder. Donc je vais aller ici chercher menu fenêtre, Pathfinder. Menu fenêtre Pathfinder, il est là. Et dans le Pathfinder, vous avez une option ici qui s'appelle Réunion. Quand vos deux objets sont sélectionnés, si vous cliquez là-dessus, ça n'en fait plus qu'un seul. Alors, je répète pour ceux qui n'auraient pas vu, je recommence ici avec une forme. Flèche blanche, je clique à côté, je vais aller modifier. Non, je clique à côté, je vais aller modifier, voilà, oui, ok. Ensuite, la dimension, oui, on avait dit la dimension, c'est éventuellement l'outil de transformation manuelle. Ah non, je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de la flèche noire. Oui, flèche noire, ça marche aussi ici. Flèche noire, vous prenez une poignée, avec la touche majuscule enfoncée, vous allez pouvoir le redimensionner. Ensuite, deuxième rectangle que je crée là, flèche blanche, je clique à côté de tout, je vais modifier certains points seulement. Je les superpose, ne fût-ce que partiellement. Avec la flèche noire. Voilà, avec la flèche noire, je déplace en effet tout l'objet pour qu'il se superpose. Voilà, je les superpose, ne fût-ce que partiellement. Et je vais les réunir en deux formes avec le Pathfinder, c'est-à-dire menu fenêtre Pathfinder, c'est l'option réunion ici. Voilà, et on n'a plus qu'un seul objet. Où est-ce que vous voyez pas Alors, d'autres choses, mais je vais terminer avec ça. Je vais ici recréer un nouveau rectangle et je vais le superposer partiellement à la forme précédente. Je sélectionne les deux et je vais utiliser le Pathfinder. Soustraction, c'est la deuxième icône ici. Soustraction. Donc la forme du dessus creuse la forme d'en dessous. J'annule, vous voyez que j'ai la forme du dessus, ici, la dernière qui a été faite, superposée à la forme d'en dessous, les deux sont sélectionnés, option soustraction, et voilà, ça creuse. Alors bien sûr, on peut faire du copier-coller pour dupliquer les formes. On peut essayer de les dupliquer en enfonçant la touche Alt et en les déplaçant, ça fait une copie. Avec ça, vous êtes paré pour faire plein de choses au niveau un peu style, dessin qui a du style, du caractère.